Prête-toi à recevoir, prête-toi à recevoir. Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train de contrôler les vitesses au niveau des automobilistes. Voilà l'opérateur qui manipule effectivement l'appareil et qui va communiquer à l'équipe qui est stationnée à quelques 3 ou 2 km d'ici les indications concernant les véhicules en infraction. Première cause des accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'excès de vitesse. C'est pour éviter que la route continue d'endeuiller des familles que l'OSER, l'Office de sécurité routière, a décidé de renforcer ses actions de prévention grâce au radar. Il y a une réglementation qui existe sur la limitation des vitesses. Et donc s'il y a une réglementation, il faut bien l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut la contrôler. Deuxièmement, le contrôle est rendu nécessaire parce que la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident et il faut véritablement lutter contre ce risque important d'accident. C'est pour ça que nous utilisons les radars pour effectuer ces contrôles et par ce biais, nous réussissons effectivement à réduire les risques d'accident liés à la vitesse excessive. Et je peux vous dire que depuis la mise en service du radar en 1997, nous sommes passés d'un taux de gravité des accidents de 20% à un taux de l'ordre de 6% en 2014 au plan national. Cette visite de terrain a aussi permis au directeur général de l'OSER d'encourager ses agents dans leurs efforts. Ici, nous sommes avec les autres éléments de l'équipe qui procèdent à l'interpellation, à l'arrestation des véhicules qui sont signalés en infraction. Cela est extrêmement important. Alors, il y a 2 cas qui se présentent généralement. Premier cas, l'usager comprend et il s'acquitte de l'amende forfaitaire qui est de 2000 francs. Deuxième cas, l'automobiliste n'accepte pas, il conteste l'infraction et on lui donne alors un récépissé. Et avec ce récépissé, il est invité à se rendre à l'OSER où nous avons une station de lecture. Le motard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il va dissuader tous les automobilistes qui seraient tentés de faire un cas de refus d'obtempérer. L'opération radar ne doit pas être considérée par les chauffeurs comme un obstacle, mais plutôt un compagnon de route qui leur permet de sauver leur vie et celle des autres. Ces genres d'actions... Alors, merci de nous suivre si vous nous prenez en cours, sinon depuis le matin. Si vous êtes avec nous, en tout cas, c'est parfait. Vous savez, alors que nous discutons avec M. Jean-François Yoman, qui est notre coach en développement personnel, et puis qui nous parle des relations parents-enfants, duo ou duel. Et on lui posait la question délicate, on le reconnaît fort, juste avant la publicité, parce qu'il nous a dit quelque chose de profond en disant que c'était un désastre psychologique. Par exemple, on a pris l'exemple d'une mère prostituée et qui se prostitue pour donner un lendemain meilleur à sa fille en se jurant qu'elle va se sacrifier et que sa fille va s'en sortir dans la vie. Elle va lui faire les meilleures écoles qui existent au monde et lui donner les clés donc, du succès. Et il nous a expliqué que c'était un désastre psychologique. Exactement. Et que ce n'était pas du tout la méthode. Valait mieux vendre ce que l'on pouvait, quitte à gagner moins, mais rester digne. Rester digne. Et ça, voilà. C'est vraiment un aspect qui est fondamental dans l'éducation d'un enfant. Vous savez, ce n'est pas où vous êtes né qui est vraiment important dans la vie. Ce n'est vraiment pas de qui vous êtes né qui détermine le facteur de votre succès ou de votre réussite. C'est vraiment le type d'éducation. Le type d'éducation que vous avez réussi à intégrer en vous qui peut déterminer votre échec
ou votre réussite. Donc, le premier facteur de la réussite d'un enfant, c'est son environnement familial et ce qui lui est inculqué dans cet environnement familial. Donc, ne vous dites pas, je vais mettre les moyens à disposition, etc. Non, les moyens seuls ne suffisent pas pour créer la réussite ou pour créer vraiment l'éducation d'un enfant. Il y a des enfants, par exemple, qui vivent dans des maisons de rêve, qui vivent dans des foyers de rêve et qui pourtant vont devenir des gangsters, vont devenir des drogués, etc. Et on se pose la question de savoir, mais il a tout à sa disposition. Pourquoi? Il a tout ce que dont un enfant peut rêver. Mais pourquoi? Mais justement parce que, vous savez, l'argent n'éduque pas un enfant. Mais monsieur Yoma, il y a également des enfants qui vont dans des écoles, pour ne pas les citer, européennes qu'on connaît, Exactement. qui sont des écoles de renom où il ne va rencontrer que des enfants de personnalités du monde. Exactement. Des écoles qui coûtent excessivement cher, mais par définition, ils se tracent. Ce sont des écoles même pour lesquelles les structures, les sociétés, en avance sur 1 an, 2 ans, sur 5 ans, réservent les étudiants qui vont en sortir pour les employer aussi. Mariam, est-ce que vous savez comment ça commence? Je te tutoie maintenant, oui. parce qu'on est très proches. Oui. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Ça ne commence pas avec l'école, ça commence avec les cadeaux chers qu'un parent peut acheter à son enfant sans lui montrer la valeur des choses. Vous savez, vous pouvez offrir quelque chose qui a de la valeur, mais si vous n'apprenez pas ce que c'est que quelque chose qui a de la valeur, vous allez créer finalement votre propre monstre. Parce que finalement, quand vous avez habitué l'enfant à un luxe insolent sans savoir ce que ça coûte exactement, sans transmettre à l'enfant l'amour et l'affection qui est derrière ce que vous offrez à votre enfant, même si vous déposez ensuite 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après cet enfant dans une école prestigieuse, pour lui, c'est la suite logique des cadeaux prestigieux que vous lui avez offert et qui peut casser et qui peut jeter par devers lui parce qu'il n'a pas appris à intégrer la notion de valeur. Donc finalement, est-ce qu'à l'intérieur du cercle familial, il y a un modèle? Est-ce qu'il y a une philosophie de la famille? Est-ce qu'il y a finalement une vision de la famille? Est-ce que le père de famille va s'asseoir avec ses enfants et va pouvoir leur dire, voici la famille telle, voici ce à quoi nous aspirons, voici ce que je veux que vous, en tant que mes enfants, vous deveniez. Ce n'est pas vraiment évident pour des enfants qui ne voient presque jamais leurs parents à la maison, dont l'éducation se fait par le personnel de maison. Je m'en excuse, je ne suis pas ici sur ce plateau pour dire que le personnel de maison ne peut pas éduquer un enfant, mais à la base, nous sommes géniteurs. Donc, nous avons une responsabilité quant à l'éducation de nos enfants. Vous savez, l'absence des parents dans le quotidien de leurs enfants est aussi un désastre psychologique. Ça peut créer finalement une sorte d'instabilité qui va avoir pour conséquence dans la qualité de l'appréhension. Quand l'enfant se retrouve dans l'environnement scolaire, par exemple, il n'a pas eu ce qu'on appelle l'autorité parentale. Donc, chaque fois qu'on veut manifester une certaine autorité sur lui, il est anticonforme parce qu'il n'a pas connu ce modèle-là. On ne lui crie pas là-dessus. On ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Donc, quand il se retrouve dans une salle de classe où on lui demande de faire ceci ou cela, mais ça l'insupporte parce qu'il n'est pas habitué à ce modèle-là. Vous voyez que donc l'école seule ne peut pas tout faire. L'école seule ne peut pas tout régler. Les instituteurs ou le personnel enseignant n'est pas toujours outillé en face de ce genre d'enfants-là. Et c'est pourquoi nous pensons que de plus en plus, même dans nos écoles, l'approche du développement personnel doit pouvoir se faire. Et parce que ce genre d'enfants, par exemple, ce ne sont pas des rébus d'une école. On ne doit pas pouvoir les exclure constamment. Ce n'est pas l'exclusion qui va régler le problème de cet enfant. Mais il faut faire asseoir cet enfant. Il faut l'amener à comprendre de manière profonde quel est le problème qu'il a. Il y a un duel à l'intérieur de cet enfant. Il est en train de réclamer quelque chose à travers sa manière de se conduire. Il est en train de réclamer la présence de papa. Il est en train de réclamer la présence de maman. Il est en train de dire à la face du monde, je suis fatigué de vos cris intempestifs, je suis fatigué de vos déchirures. Et donc finalement, l'enfant, il n'a que ce seul moyen-là de dire, j'en ai marre. Donc il faut comprendre parfois derrière l'attitude de certains enfants qui vont vers la drogue, qui vont vers le gangstérisme, etc. Faut comprendre une certaine violence qui est beaucoup plus psychologique qu'une violence qui est beaucoup plus comportementale au niveau verbal, etc. Donc, il y a un malaise profond dans la famille. Aujourd'hui, par exemple, j'étais en train de faire les conclusions d'une formation que j'ai faite dans une école et je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves avaient été exclus, beaucoup d'élèves avaient été retenus parfois, mais en réalité, quand j'ai discuté avec ces élèves, je me suis rendu compte que les parents n'étaient vraiment pas là. Je me
suis rendu compte que souvent, c'était des enfants qui étaient issus de relations très conflictuelles, où le père ou la mère sont en train de lutter la garde de l'enfant. Donc lui-même, finalement, dans la vie, il ne sait pas réellement où il se trouve. Il ne sait pas s'il est avec son père ou sa mère. Donc il a un problème, entre guillemets, de géolocalisation psychologique. Donc l'enfant, finalement, quand il se retrouve, par exemple, à l'école, l'école devient un endroit dans lequel il va... Voilà, où il va vraiment pouvoir se défendre, se défouler. Or, finalement, en voulant se défouler, il finit par être le perturbateur. Alors qu'on va convoquer les parents, on va dire, mais votre enfant est un perturbateur à l'école. Le parent, il est surpris de savoir que l'enfant, il est calme à la maison, il est consciencieux, enfin, paraît consciencieux, mais une fois à l'école, mais parce que finalement, l'enfant a besoin de s'exprimer. Oui, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous avez des enfants qui sont très bien encadrés et puis qui malheureusement ont décidé de dévier également. On a l'impression qu'il n'y a pas de règles établies dans ce genre de choses. Et si, quand même. Parce que parfois, on peut ne pas être conscient du niveau d'impact qu'on peut avoir sur nos enfants. Et ça, c'est très important, même dans la qualité du temps qu'on passe avec un enfant. Mariam, lorsque vous décidez de passer du temps avec votre fils ou votre fille, et sachez que l'enfant, il est détail. Ce n'est pas le fait de lui dire « je passe le week-end avec toi ». C'est le fait de voir que réellement, vous avez mis votre téléphone portable de côté, votre tablette de côté, etc. Et que vous êtes vraiment avec l'enfant. Donc l'enfant, tous ces éléments sont importants pour lui. Quand vous dites par exemple, je serai avec toi pour telle ou telle chose par exemple, il faut pouvoir comprendre que le temps que vous apportez à l'enfant doit être un temps de qualité et que dans ce temps-là, vous devez pouvoir tisser quelque chose de très fort. La plupart des enfants qui ont eu avec leurs parents un duo dans la période 0 à 7 ans, font les meilleurs parfois, les meilleurs pubères ou les meilleurs adolescents. Il ne faut pas attendre que l'enfant soit grand pour apprendre à lui parler. Je disais à une session de femmes enceintes que je dirige parfois, que les enfants, on commence à leur parler déjà quand ils sont dans le ventre. Parce qu'il y a la communication sensorielle ou ultrasensorielle. Vous pouvez amener votre enfant à comprendre que vous l'aimez déjà dans le ventre à travers le fait de pouvoir communiquer avec lui, communiquer de bons sentiments. Quand l'enfant naît, il naît déjà avec des prédispositions, etc. etc. Alors, monsieur Yomon, dites-moi, quelle est la situation devant ce dilemme? Un couple modeste qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent on va avoir un enfant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que l'absence de la présence des parents était un réel problème. De l'autre côté, on est deux. Si on se met à deux pour travailler, l'enfant, c'est vrai qu'il sera avec le personnel de maison. Tout à fait. Mais parallèlement, on pourra épargner et puis lui permettre de faire des études supérieures. Parce que chaque parent a pour ambition, peut-être après le bac, de faire partir l'enfant à l'étranger pour étudier. Mais ça se prépare tôt. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire entre gagner moins d'argent et puis assurer un développement local à l'enfant, et puis le priver de la présence, et puis lui assurer, par exemple, une université américaine après le bac? Qu'est-ce que vous auriez conseillé? Donc, en tant que coach en développement personnel, le premier élément sur lequel j'allais intervenir concernant ces parents-là, c'est de leur dire, par exemple, que le plus important, lorsque vous êtes en train d'éduquer votre enfant, ce n'est pas la quantité de temps. Et c'est ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas la quantité de temps, mais c'est la qualité du temps que vous passez avec l'enfant. Parce que l'enfant, finalement, il comprend, il sait que papa, il travaille. Mais il doit savoir, par exemple, l'impact que le temps que papa prend à travailler a sur lui et sur son développement. Je prends mon exemple personnel. Moi, je fais un travail qui exige que je sois très souvent absent pour des conférences, etc. Mais quand j'ai la possibilité d'être avec mes enfants, je suis avec eux et avec personne d'autre. Et donc, ils savent que si papa est en train donc de travailler, il faut le laisser travailler. Donc ça veut dire que si je vous appelle pendant que vous êtes avec les enfants, non, je ne vous répondrai pas, Mariam. Non, pas du tout. Malgré les rapports que l'on a. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, il faut que les enfants aient à un moment donné une certaine exclusivité. Il faut qu'ils sentent que ce n'est plus coach Yomon, mais c'est papa. Comme ils aiment à dire, voilà, c'est papa chouchou. C'est très important que ce soit ça. Parce que l'enfant, il grandit finalement avec ce modèle. Et donc, du coup, il se rend compte que quand papa a du temps, il nous le consacre. Et il sait, par exemple, parfois, et je le dis parfois quand je vais à des conférences un peu loin, je le dis,
par exemple, cette conférence-là, je pars pour qu'à mon retour, on puisse aller à Sini ou qu'on puisse faire ceci, qu'on puisse faire cela. Donc, ils sont les premiers même à faire les bagages parce qu'ils savent que le bénéfice de cette conférence... Donc, il y a l'idée aussi de la récompense qui est rattachée justement à l'éducation des enfants. Donc, finalement, vous voyez, il y aura comme une sorte de duo, n'est-ce pas, hein, entre les enfants, nous-mêmes et notre travail. Mais le drame, c'est quoi? C'est que vous pouvez être tous les jours avec vos enfants et être cependant absent. Absent parce que vous ne leur accordez pas d'intérêt, lorsque vous avez la possibilité de regarder leurs devoirs, etc. Vous savez, c'est toujours important. Et j'ai eu ce témoin de cette petite fille qui disait, lorsque je vais voir mon papa et que j'ai des devoirs de maison, il dit, travaille avec la nounou. Et je bâcle le travail parce que c'est pas avec la nounou dont j'ai envie de parler de mon poème, etc. Mais c'est avec mon papa. Vous voyez que ça, c'est quelque chose de très important. Et quand je l'ai écouté, le poème n'a pas mis plus de 3 minutes. Et le papa n'a pas eu 3 minutes pour juste écouter le poème de sa fille, ce qui a eu pour conséquence de mauvais résultats à l'école. C'est pas parce qu'elle était nulle, c'est parce qu'elle voulait attirer l'attention de son père sur quelque chose. Donc, messieurs, vous pouvez être hyper occupés, mais quand vous avez le temps et que vous êtes à la maison, il faut pouvoir vous rendre compte que vous avez des enfants et qui sont votre priorité. Dans plusieurs films, dans plusieurs fictions, remarque Mariem, on prend en otage des enfants pour obliger les parents, par exemple, parfois, qui sont des autorités, etc., à changer de décision, etc. Cette prise d'otage, aujourd'hui, n'est pas le fait de terroristes. Cette prise d'otage, ça peut être le travail qui prend les enfants en otage. Ça peut être notre manque de temps qui prend nos enfants en otage. À un moment ou à un autre, le temps que vous n'avez pas eu à consacrer à vos enfants, vous l'aurez. Mais je souhaite que ça ne soit pas pour aller répondre à un comptoir de police ou voilà. Et ça, c'est très important. Il faut pouvoir trouver le temps. Et le temps, il y en a 24 heures pour chacun d'entre nous. Mariem, il n'y aura pas 26 heures pour toi, ni pour moi. Il y aura 24 heures pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous de pouvoir trouver le temps dans ces 24 heures et les repartir de manière équitable. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour autre chose. Et Mariem, en général, on va dire on n'a pas beaucoup de temps, etc. Mais quand on en a pour des amis, on en a pour des sorties entre copines, etc., etc. Et pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, un problème de responsabilité. En général, on ne sait pas réellement ce que le fait d'être parent veut dire. Il y a une différence entre être papa, donc papa qui veut dire qui apprend à l'enfant à faire des pas dans la vie. Maman qui veut dire qui apprend à l'enfant comment on mange, en fait. Hein, maman. Maman, c'est apprendre à manger. Voilà, apprendre à manger. Papa, c'est apprendre à faire des pas. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue beaucoup plus spirituel ou psychologique? Ça veut dire que, en tant que papa, je peux ne pas être le géniteur de l'enfant, mais si je lui apprends comment se tenir dans la vie, comment on avance dans la vie, si je lui apprends des valeurs, je suis son père. Donc, vous pouvez être le géniteur, mais pas le père. Même les animaux sont des géniteurs. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être humain. On n'a pas besoin d'être humain. Être un géniteur. Donc Par contre, pour être père, là, pour être père, ça, c'est vraiment apporter des valeurs. C'est apporter vraiment une marche à suivre. C'est indiquer à l'enfant. Parce qu'un père, c'est un repère. Donc, si tu es un père, tu dois pouvoir commencer à inculquer à toi-même, à t'inculquer des valeurs, parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de jeunes cadres dynamiques n'ont pas fini de s'amuser. En fait, là, la période des marelles, etc., ça n'existe plus trop. Hein. Donc aujourd'hui, on a des papas qui n'ont pas vraiment fini de leur maturation et qui se retrouvent en fait avec une famille. Et donc, le monsieur n'a pas fini de s'amuser. Et donc, il a des enfants sous la main. Il ne sait pas toujours comment s'en sortir. Et c'est pour ça que, justement, il y a des conseillers qui sont là, des coachs en développement personnel, qui ne sont pas là seulement pour coacher les individus, mais qui peuvent vraiment vous apprendre le management de la famille, quel type d'éducation il faut adapter à la famille que vous avez, parce que chaque famille est unique, parce que chaque enfant est unique. Et un dernier aspect, c'est la préférence entre les enfants. C'est la préférence entre les enfants qui parfois aussi peut être un élément qui crée des duels dans la famille. Alors déjà, à la base, est-ce qu'on a forcément un enfant préféré ? Oui, je peux dire que c'est presque instinctif et involontaire. C'est instinctif. Instinctif et involontaire. Tout est question aussi de la façon dont l'enfant est venu au monde, de l'histoire qui accompagne sa naissance, etc. Ça ne s'explique pas. Franchement, Mariem, si tu me demandes, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais chaque maman, chaque papa, quand il a plusieurs enfants, il y en a un
qui lui parle beaucoup plus, il est le plus proche possible. Mais ce qu'il est important de faire par contre, c'est de ne pas faire en sorte que cela puisse prévaloir sur les autres. On peut avoir des préférences, mais il faut faire en sorte d'être le plus équitable possible entre les enfants. Il faut masquer. Il faut pouvoir masquer et faire en sorte, parce que finalement ça crée des jalousies et des rivalités. Tout le monde le sait, même les frères et sœurs vont dire, oh, lui c'est le préféré de papa, exactement. Elle c'est la préférée de maman. Autant que ça devienne finalement plaisant de le dire, que ça ne suscite vraiment des jalousies, des crises intempestives, parce que quand on arrive à un point où notre préféré devient finalement le modèle idéal de la famille, vous n'êtes pas plus intelligent que lui, si tu avais été plus sage par exemple, tu aurais été premier comme lui, tu aurais été ceci comme celui. Les éléments de comparaison. Les éléments de comparaison vont finir par dégrader la personnalité de l'enfant que vous avez en face de vous, et finalement dans la société, il sera quelqu'un qui sera à la recherche constante de sa vraie identité et plaise à Dieu que ce ne soit pas d'autres personnes de mauvais acabit qui lui apprennent vraiment ce qu'il est vraiment dans la vie. Alors, avec tout ce que vous venez de nous dire, on comprend bien que c'est tout à fait possible d'avoir comme relation un duo avec l'enfant plutôt qu'un duel. Exactement, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de prendre le temps de réfléchir au type de famille que vous voulez vraiment fonder. Parce qu'une famille, c'est un projet. Se mettre avec une femme, avoir des enfants, c'est un projet. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de spontané ou quelque chose... non, il faut avoir un projet de famille. Il faut discuter avec votre épouse ou avec votre époux du type de famille que vous voulez fonder. Et à la suite, pouvoir planifier la naissance des enfants quand c'est possible. Et puis, mettre en place le dispositif avec l'accompagnement justement des coachs, des psychologues, etc. Ils sont là pour notre bien. Ils sont là vraiment pour nous permettre de vivre une vie de qualité. Et donc, je souhaite à toutes les familles de la Côte d'Ivoire, principalement aux familles françaises qui fêtent l'indépendance aujourd'hui, de pouvoir vraiment vivre en duo avec leurs enfants parce que c'est possible. On vous joint comment? On nous joint au plus 225 01 140 174 plus 225 59 57 63 67. Coach, merci bien. C'est moi qui vous remercie encore. Je vous en prie. Nous, au terme donc de cet entretien, nous avons un élément de transition et on va se retrouver juste après la publicité de 7h30. À tout à l'heure. Né d'un brassage culturel, l'héros Haddad a été influencé par l'art africain, en particulier celui de la Côte d'Ivoire. Ce brassage l'a conduit vers une spécialité de l'art qu'est la sculpture. Après mes études d'architecte d'intérieur, que je suis entrée à l'école des beaux-arts d'Abidjan, j'ai passé un diplôme sur la revalorisation et l'intégration de l'art traditionnel, le mobilier traditionnel dans un milieu contemporain. Mon père étant libanais, ma mère ivoirienne, et les deux m'ont donné la double culture, culture libanaise et ivoirienne. Mais mon père appréciait tellement la Côte d'Ivoire, l'Afrique et la culture ivoirienne, la culture traditionnelle, qui nous a donné cet amour-là. Au départ, je travaillais un peu à petite échelle. Je travaillais pour certaines personnes, des privés, et puis j'ai vu qu'il fallait que je montre mon art à un plus grand public. En effet, elle exprime sa passion à travers ses œuvres, qui occupent, tels des acteurs, une pièce où elle permet à d'autres artistes d'exposer. Le public, les amateurs et les passionnés de l'art peuvent ainsi découvrir ce qui s'y trouve. Voilà, ici c'est l'atelier de sculpture, l'atelier de fabrication de meubles aussi. Là, nous utilisons des bois plus ou moins précieux. On a l'iroko, l'acajou, le bois bété,
On a aussi des bois de fruits, tels que pommes d'eau et puis le cocotier. Je tiens à préciser que je ne coupe pas les arbres. Je ramasse les bois qui sont déjà tombés. J'ai une équipe qui m'appelle. Je vais constater et si je vois que le bois est bon, j'appelle vraiment l'équipe de ramassage et on prend et on l'emmène dans mon atelier. Je travaille avec du bois bien sûr, mais il faudrait ma participation dans le reboisement. Donc j'ai décidé de reboiser la forêt. L'artiste a plusieurs cordes à son arc. Architecte d'intérieur, elle confectionne également des tissus peints, renforçant la décoration intérieure de ses accessoires décoratifs. Il ne faut pas les superposer, il faut les juxtaposer. Hein? Juxtaposer, tu mets les taches l'une à côté de l'autre. OK? Là, c'est bien parce qu'on sent la valeur. Même quand les taches sont juxtaposées, mais on sent la valeur de chaque trait. L'architecte d'intérieur conçoit du début jusqu'à la fin. Pour s'épanouir dans son art, dans son travail, il faut qu'il crée lui-même, qu'il crée selon le désir, par exemple, d'une personne. Nous créons tous les meubles. Ça veut dire d'un salon, salle à manger, chambre, meubles de cuisine, etc. Et nous créons aussi des objets d'art. Moi, j'ai opté pour les abat-jours, les chaises tradies contemporaines. Voilà mon coup de cœur. C'est un abat-jour. On peut le mettre dans un appartement, salon, salle à manger et tout, dans un bureau. Et c'est un meuble qui peut passer partout, hein, vous voyez. Et là, je me suis inspirée, toujours de l'art africain, une statuette dent. Une statuette dent. Donc, j'ai simplifié cette statuette, je l'ai stylisée. Autrefois appelé art nègre, l'art traditionnel africain a connu un brassage culturel, ce qui constitue aujourd'hui une source d'inspiration pour d'autres artistes. Mon art, j'aimerais pousser cet art-là encore plus loin. Ça veut dire trouver un mobilier, bien sûr, tradit contemporain, mais qui va aller encore au-delà de ce que je présente. J'espère que, en montrant aux Ivoiriens que cet art-là est valable et qu'on peut décorer une maison facilement et qu'on peut montrer d'où nous venons, notre culture, notre manière de faire, notre manière de vivre, je pense que les Ivoiriens vont adopter cet art-là. Ils vont accepter d'avoir dans leur intérieur quelques éléments traditionnels ou des éléments tradis contemporains. J'aimerais que les Ivoiriens ne délaissent pas leur art, leur culture, leur manière de vivre, leurs mœurs, leur façon de réfléchir, de voir les choses. Il faudrait que nous restons africains, nous-mêmes bien sûr, des Africains qui évoluent dans le temps. Voilà le message que j'ai à donner. Donc, il ne faudrait pas que nous donnons dos à notre culture, à notre art.